Quand le sang de mon père et de mon frère attachait mes mains, j'ai compris que la vie pouvait être une tempête brutale, un choc qui vous arrache le souffle et vous laisse briser. Mais toujours debout, je m'appelle Emily Harper, mais ici, dans ce coin perdu du Vermont, où le froid mord la peau comme un avertissement, on me connaît sous le nom de Grand-mère Emily, la vieille dame de la place du village. À 78 ans, mes doigts ne sont plus aussi agiles. Mes cheveux sont d'un blanc que je n'essaie même plus de cacher. Et je tiens une petite boutique d'artisanat, un lieu où les vieilles dames du bourg se réunissent pour tricoter des histoires autant que des écharpes. Mais avant de vous raconter ce secret que j'ai porté comme une pierre dans ma poitrine pendant des décennies, je vous demande, à vous qui m'écoutez, de vous abonner à cette chaîne, de laisser un j'aime et de commenter avec un simple « 1 » pour me dire que vous êtes là, que vous entendez ma voix. Chaque « 1 » que vous laisserez dans les commentaires est comme une étreinte chaude pour cette vieille femme, un signe que mes mots trouvent un écho dans vos cœurs. Laissez-moi vous emmener dans mon passé, dans une cabane misérable, où la lumière du jour semblait toujours trop faible pour chasser les ombres. Je suis née dans une cabane en bois au toit de tôle, au fin fond du Vermont rural, si loin de tout que la seule voiture que nous voyions était celle du père Michel, un prêtre qui venait une fois par mois célébrer la messe sous un vieux chêne transformé en église de fortune. C'était une maison simple, avec un sol en terre battue, sans électricité ni eau courante, mais dans mes premières années, elle était encore un foyer, un refuge, malgré sa rudesse. Tata. Nous étions 6 dans cet espace exigu, mon père. Thomas Harper, qu'on appelait Tom le Sauvage à cause de ses cheveux hirsutes et de son tempérament brutal, ma mère, Marguerite, surnommée Marguerite la Sévère. Non pas à cause de son caractère, mais à cause de la dureté que la vie à la ferme lui avait imposée. Mes 3 frères aînés, Samuel, Jacques Despierres, et moi, Émilie, la Benjamine, la seule fille, celle qui, selon les mots cruels de mon père lorsqu'il avait trop bu de son torte-boyau, n'aurait même pas dû naître. Mon père était un homme de son temps et de son lieu, un homme qui croyait que les femmes n'étaient bonnes qu'à 3 choses: travailler, enfanter et obéir. Ma mère, pauvre femme, remplissait ces 3 rôles avec une résignation qui semblait ancrée dans ses os, comme si elle n'avait jamais connu d'autre réalité. Elle se levait avant l'aube pour préparer le café, travaillait au champ toute la journée aux côtés de son mari et de ses enfants, puis rentrait pour cuisiner, laver les vêtements au ruisseau et répondre aux exigences de mon père. Même quand elle tenait à peine debout de fatigue, une femme respectable ne se plaint pas, ne pleure pas et ne dit jamais non à son mari. M'a-t-elle dit un jour, alors qu'elle m'apprenait à moudre le maïs pour la farine. J'avais 8 ans, et je pensais que c'était la chose la plus naturelle du monde. Comment aurais-je pu savoir qu'il existait une autre façon de vivre, que toutes les femmes n'acceptaient pas d'être traitées comme moins que des êtres humains? Mes frères, élevés à l'image de leur père, avaient appris dès leur plus jeune âge que les femmes valaient moins que les hommes, que le monde leur appartenait de droit et qu'à la maison. Le dernier mot revenait toujours au chef de famille. Samuel, l'aîné, était celui qui ressemblait le plus à mon père, non seulement par sa stature, grand, fort, avec des mains calleuses, mais aussi par son tempérament violent, par la manière dont il regardait les femmes, comme si elles étaient des objets à sa disposition. Un incident, en particulier, a gravé cette vérité dans mon esprit. Lors de la foire annuelle du village, alors que j'avais 13 ans, Samuel m'a traîné devant tout le monde pour me ridiculiser, me traitant de « petite idiote inutile » parce que j'avais renversé un panier de légumes que nous vendions. Les villageois ont ri, certains ont détourné les yeux, mais personne n'est intervenu. Pas même Mme Clara, notre voisine, une femme douce qui me prêtait parfois des livres mais qui, ce jour-là, a baissé la tête, comme si elle avait peur de croiser mon regard. Cette humiliation publique, cette indifférence des gens autour de moi, m'a fait bouillir de colère. Une colère qui grandissait dans mon cœur comme une braise prête à s'enflammer. Pourquoi personne ne disait rien? Pourquoi la cruauté de Samuel était-elle tolérée?
Comme si elle était aussi naturelle que le vent d'hiver, cette injustice m'a marquée, a planté une graine de révolte dans mon âme, une graine qui n'allait cesser de croître. Mon enfance était partagée entre le travail harassant dans les champs, les tâches ménagères que ma mère m'enseignait dès que j'ai su atteindre le poêle à bois, et les rares moments de joie que je trouvais cachés sous un vieil érable, lisant des livres usés que Madame Clara me prêtait en secret. J'ai étudié jusqu'à la 3e année, jusqu'à ce que mon père décide qu'une fille savait assez lire et compter pour se marier et avoir des enfants. À quoi bon l'école, tu vas juste te marier et faire des gosses, a-t-il décrété, mettant fin à la discussion comme il le faisait toujours. J'ai pleuré pendant des jours, caché dans la grange, mais cela n'a rien changé. Dans notre maison, la parole de Tom le Sauvage était la loi, et personne, pas même ma mère, n'osait le contredire. Le père Michel, qui voyait pourtant les bleus sur les bras de ma mère lorsqu'il venait pour la messe, ne disait rien non plus. Il bénissait notre famille, récitait ses prières, puis repartait dans sa voiture poussiéreuse, laissant derrière lui une maison où la peur régnait en maître, son silence, son refus de voir la vérité, m'a fait comprendre que même les hommes de foi pouvaient fermer les yeux sur l'injustice. Et cette trahison m'a rendue folle de rage. Pourquoi les gens qui auraient dû nous protéger restaient-ils muets? Pourquoi la souffrance de ma mère, la mienne, était-elle invisible à leurs yeux? C'est à 14 ans que les choses ont commencé à changer. Mon corps de fillette laissait place à des courbes de femme. Malgré la maigre nourriture que nous avions, je commençais à remarquer des regards différents lorsque j'allais au marché du village pour vendre nos légumes. Des regards qui me mettaient mal à l'aise, qui semblaient me déshabiller sans me toucher. Mais aucun regard ne me terrifiait autant que celui de mon propre frère. Samuel, il avait 22 ans, un homme adulte qui travaillait dans la construction en ville et ne rentrait à la maison que le week-end. C'est lors d'un de ces week-ends que j'ai remarqué, pour la première fois, la manière dont il me regardait. Quand il pensait que personne ne le voyait, un regard qui n'avait rien de fraternel, un regard qui glaçait mon sang et faisait battre mon cœur de peur. J'ai tout raconté à ma mère. Dans un murmure, alors que nous lavions les vêtements au ruisseau, loin des oreilles et des hommes de la maison. Balivernes, petite, c'est ton frère, ton propre sang. Tu imagines des choses, a-t-elle répondu sans même lever les yeux des vêtements qu'elle frottait durement sur la pierre. Mais je n'imaginais rien. Je savais que je n'imaginais rien. J'ai commencé à tout faire pour ne jamais être seule avec Samuel, pour toujours avoir quelqu'un à proximité, pour ne jamais croiser son chemin lorsqu'il rentrait de la ville, la laine chargée de torte-boyaux, mais son regard me suivait, comme une ombre pesante, et chaque jour, ma peur grandissait, mêlée d'une colère sourde contre ma mère qui refusait de me croire, contre ce monde qui semblait complice de ma souffrance. La situation à la maison devenait de plus en plus insupportable. Une sécheresse terrible a détruit presque toutes nos récoltes, rendant l'argent, déjà rare, encore plus difficile à trouver. Le tempérament de mon père, jamais tendre, s'est aigri complètement. Les coups qu'il donnait à ma mère, autrefois sporadiques, sont devenus presque quotidiens, pour des raisons aussi insignifiantes que de la nourriture froide ou un vêtement mal repassé. Un soir, alors que nous étions tous réunis pour le dîner, il l'a frappé si fort devant nous que son nez s'est mis à saigner. Tachant la table en bois brut, Jacques et Pierre, mes autres frères, ont baissé les yeux, comme s'ils n'avaient rien vu. Moi, j'ai senti une rage brûlante monter en moi, une envie de hurler, de frapper, de détruire cette injustice, mais je n'étais qu'une fille, une enfant, et ma voix ne comptait pas dans cette maison. Un autre incident a enfoncé le clou de ma fureur un jour, alors que ma mère était tombée malade et incapable de travailler. Mon père a invité des voisins pour boire, et devant eux, il l'a insultée, la traitant de bonne à rien et riant de sa faiblesse. Les voisins, des hommes comme lui, ont ri avec lui, et pas un n'a levé le petit doigt pour défendre ma mère. Cette indifférence, cette complicité dans la cruauté,
m'a fait bouillir de rage. Pourquoi personne ne faisait rien? Pourquoi ma mère, qui travaillait jusqu'à l'épuisement, était-elle traitée comme un animal, cette injustice, ce mépris? On nourrit en moi une détermination froide, une promesse silencieuse que je ne laisserai pas cette vie me détruire. C'est à cette époque que ma grand-mère maternelle, Madame Joséphine, qui vivait seule dans une petite maison en ville, a commencé à tomber malade. Ma mère, fille unique, était la seule à pouvoir s'occuper d'elle. Après de longues disputes, mon père a autorisé ma mère à passer quelques jours par semaine en ville pour veiller sur sa mère, mais à une condition que je prenne en charge toutes ses tâches à la maison. Si tu ne fais pas le travail correctement, tu recevras des coups jusqu'à ce que tu apprennes, m'a-t-il averti le matin où ma mère est partie pour la première fois. Un baluchon de vêtements sous le bras, les yeux pleins d'inquiétude à l'idée de me laisser seule avec ces hommes. Les premières semaines ont été un calvaire d'adaptation. Je me levais avant l'aube pour préparer le petit déjeuner. Faisais le déjeuner, le dîner, lavais, repassais, nettoyais. Tout sous l'œil critique de mon père et ce regard insistant de Samuel, qui semblait attendre le moment où il pourrait agir sans témoin. Jacques, Despierres, mes autres frères, avaient déjà quitté la maison. L'un travaillait dans une scierie dans le Maine, l'autre tentait sa chance à Chicago. Nous n'étions plus que 3 dans cette maison qui, chaque jour, semblait plus étouffante, comme une prison dont les murs se resserraient autour de moi. Ma peur de Samuel grandissait, mais elle était désormais mêlée d'une rage qui me consumait. Un soir, alors que je faisais la vaisselle, Samuel est entré dans la cuisine, son haleine lourde d'alcool. Il m'a attrapé par le bras, me tirant vers lui, et m'a murmuré des mots qui m'ont glacé. « Tu crois que t'es spécial? Ah, mais t'es rien. Juste une gamine qui fera ce qu'on lui dit. » J'ai réussi à me dégager, prétextant un seau d'eau à aller chercher. Mais mon cœur battait à tout rompre. Cette menace, ce sentiment d'être une proie dans ma propre maison, a fait naître en moi une colère si intense qu'elle m'a presque aveuglée. Pourquoi devais-je vivre dans la peur? Pourquoi personne, ni ma mère, ni Madame Clara, ni le père Michel, ne venaient à mon secours? Cette injustice, ce sentiment d'abandon, a transformé ma peur en une détermination froide. Je savais que je devais me protéger, coûte que coûte, et si personne ne le faisait pour moi, je le ferais moi-même. Ce n'est pas seulement la peur qui m'a poussée à agir, mais cette rage, cette indignation face à un monde qui semblait s'accorder pour me réduire à néant. Chaque coup porté à ma mère, chaque regard de Samuel, chaque silence complice des voisins ou du prêtre était comme une goutte d'huile sur le feu de ma colère. Je commençais à comprendre que ma survie dépendrait de ma capacité à défier ce destin qu'on voulait m'imposer. Sous cette érable où je lisais autrefois, je me suis mise à rêver non plus d'évasion à travers les livres, mais d'une justice que je pourrais rendre moi-même. Une idée germait dans mon esprit, une idée dangereuse, mais qui, dans l'obscurité de cette cabane, semblait être ma seule lumière. L'obscurité de la cabane semblait s'épaissir à mesure que les jours passaient, comme si les murs eux-mêmes absorbaient la peur et la colère qui grandissaient en moi. J'étais Emily Harper, une adolescente de 16 ans, prisonnière d'une maison où la violence était aussi banale que le chant du coq à l'aube. Mon père, Thomas Harper, et mon frère aîné, Samuel, régnaient sur cet espace comme des tyrans, leurs regards et leurs poings dictant chaque instant de ma vie. Ma mère, Marguerite, était partie en ville pour s'occuper de ma grand-mère mourante, me laissant seule avec ces 2 hommes dont la présence me glaçait le sang. Chaque nuit, je m'endormais avec un morceau de bois caché sous mon oreiller, tremblant au moindre craquement du plancher. Ma rage contre leur cruauté et l'indifférence du monde autour de moi devenant une flamme qui me consumait de l'intérieur. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était une indignation si profonde qu'elle me donnait l'impression que mon cœur allait exploser. Pourquoi devais-je vivre ainsi? Pourquoi le monde, du père Michel aux voisins, comme Madame Clara, fermait-il les yeux sur l'enfer que nous vivions? Cette injustice, ce sentiment d'abandon,
me poussait vers un point de non-retour, un point où la survie exigeait un prix que j'étais prête à payer, même si cela signifiait plonger mes mains dans le sang. Les semaines qui suivirent le départ de ma mère furent un cauchemar éveillé. Je me levais avant l'aube pour préparer le petit déjeuner, faisais le ménage, lavais les vêtements au ruisseau, cuisinais sous l'œil implacable de mon père, qui critiquait chaque détail. Une assiette mal nettoyée, un feu mal allumé, mais c'était Samuel qui rendait chaque instant insupportable. Ses regards, lourds et menaçants, me suivaient partout, comme un prédateur guettant sa proie. Un soir, alors que je rangeais la vaisselle, il m'a attrapé par le poignet, ses doigts serrant si fort que j'ai senti mes os craquer. « T'es trop lente, petite », a-t-il ricané, son haleine puant l'alcool. « Faut que t'apprennes à obéir plus vite, sinon… » Il n'a pas fini sa phrase, mais son sourire cruel parlait pour lui. J'ai arraché mon bras, prétextant un seau à remplir, mais mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait entendre ma peur. Cette menace, cette arrogance m'ont fait bouillir de rage. Pourquoi avais-je à supporter cela? Pourquoi personne ne venait mettre fin à cette tyrannie? Même Madame Clara, qui passait parfois devant la maison avec un panier de légumes, détournait les yeux lorsque Samuel me parlait ainsi, comme si elle refusait de voir la vérité. Son silence, comme celui du père Michel, était une trahison qui alimentait ma fureur. Mais ce qui a véritablement fait basculer ma rage en une détermination froide et implacable, c'est l'arrivée de Jacob, un ami de Samuel, un homme grossier au rire gras qui travaillait avec lui en ville. Un samedi soir, alors que la maison était déjà lourde de tension, Samuel l'a invité à dîner. Ils ont bu du torboyau, leur voix résonnant dans la cabane comme un grondement de tonnerre. Jacob, les yeux brillants d'alcool, m'a regardé avec un sourire qui m'a donné la nausée. « Jolie petite chose », a-t-il dit en se penchant vers moi, sa main frôlant mon bras alors que je servais la soupe. Samuel a ri, un rire qui m'a transpercé comme une lame. « Elle n'est pas encore prête, mais ça viendra », a-t-il répondu. Et ils ont éclaté de rire ensemble, comme si j'étais un objet, une marchandise à négocier. Plus tard, alors que je lavais les plats dans la cuisine, j'ai surpris une conversation qui m'a glacé d'horreur. Samuel, à moitié ivre, parlait à Jacob à voix basse, mais pas assez pour que je n'entende pas. « Si t'as assez d'argent, on peut s'arranger », a-t-il dit. « La gamine, elle fera ce qu'on lui dit. » Jacob a ri, promettant de revenir avec une somme pour acheter mes services. Cette révélation, cette idée qu'ils envisageaient de me vendre comme une bête, a fait exploser quelque chose en moi. Une rage pure, incandescente, m'a envahi. Une colère contre Samuel, contre mon père, contre ce monde qui permettait à des hommes comme eux de traiter une fille comme un vulgaire bien. Pourquoi devais-je être réduite à cela? Pourquoi ma vie valait-elle si peu à leurs yeux, cette injustice? Cette cruauté abjecte a transformé ma peur en une résolution d'acier. Je ne serai pas leur victime. Pas plus longtemps. C'est à ce moment que j'ai commencé à planifier. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Pas une semaine de plus dans cette maison où chaque jour était une menace, où chaque nuit pouvait être ma dernière. La sécheresse avait rendu mon père encore plus violent, et les coups qu'il donnait à ma mère lorsqu'elle était là étaient désormais dirigés vers moi. Un soir, il m'a frappé si fort pour un plat mal préparé que ma lèvre s'est fendue. Et Samuel, au lieu de me défendre, a ri, disant que j'avais besoin d'être dressée. Cette humiliation, ce mépris, m'a fait comprendre que je n'avais plus le choix. C'était eux ou moi, et ça ne serait pas moi. Le dimanche était le jour où ils prenaient leur bain, ensemble, pour économiser l'eau que je transportais du ruisseau en seau. C'était le moment où ils étaient le plus vulnérables, sans leur couteau à la ceinture, sans leurs vêtements, sans la possibilité de me poursuivre facilement si je parvenais à exécuter ce que j'avais en tête. Mon père gardait une machette aiguisée pour couper le bois, une lame qu'il entretenait avec soin, toujours tranchante comme un rasoir. Je savais où elle était.
Je savais comment l'utiliser. J'avais travaillé dans les champs depuis que je pouvais tenir une houe. Mes bras étaient forts malgré ma maigreur. Cette nuit-là, incapable de dormir, mon cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine, j'ai pris ma décision. Une détermination froide, presque inhumaine, s'est emparée de moi. Je n'étais plus cette fille effrayée. Paralysée par la peur, j'étais prête à tout pour survivre. Le dimanche matin, j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai préparé le café, servi le petit déjeuner sans croiser leurs regards, lavé la vaisselle, chaque geste mécanique cachant l'ouragan qui rugissait en moi. Chaque minute était une agonie. Chaque seconde me rapprochait de l'acte que je devais accomplir. Lorsque le soleil a commencé à décliner, j'ai rempli les seaux pour leur bain, comme je le faisais toujours, mais cette fois, il y avait un détail différent. Le machette, celui que mon père gardait dans un coin de la cuisine, n'y était plus. Je l'avais caché dans la petite salle de bain improvisée à l'arrière de la maison, sous l'un des seaux. Alors que mon père et Samuel entraient dans la pièce, riant et se chamaillant comme à leur habitude, j'ai senti mon sang se glacer, mais ma rage était plus forte. J'ai attendu, caché derrière la porte, écoutant le bruit de l'eau qu'ils versaient sur eux. Puis, tout s'est déroulé dans un brouillard de fureur et de terreur. J'ai saisi le machette, mes mains tremblantes mais fermes, et je suis entrée. Ce qui s'est passé dans cette salle de bain a changé ma vie à jamais. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais je ne le regrette pas non plus. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre. Quand tout fut fini, il y avait 2 vies de moins dans cette maison, et mes mains, celles d'une adolescente, n'étaient plus celles d'une enfant. Elles étaient tachées de sang, un sang qui semblait ne jamais pouvoir être lavé. J'ai nettoyé la scène avec une précision méthodique, comme si mon esprit s'était détaché de mon corps. J'ai lavé le machette dans le ruisseau, frotté le sol de la salle de bain, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace. Puis, j'ai traîné les corps jusqu'à un trou que mon père avait commencé à creuser pour une citerne. J'ai couvert tout cela de terre, de pierres, de branches sèches, sous la lumière pâle de la lune, ma seule témoin. Mais alors que je finissais, un craquement m'a fait sursauter. C'était Madame Clara, debout à quelques mètres, son panier à la main, ses yeux fixés sur moi. Mon cœur s'est arrêté. Avait-elle vu quelque chose? Émilie, qu'est-ce que tu fais là dehors à cette heure? A-t-elle demandé, sa voix tremblante. J'ai menti, disant que je ramassais du bois pour le feu, mais son regard perçant semblait voir à travers moi. Elle n'a rien dit de plus. Elle a simplement hoché la tête et s'est éloignée. Mais ce moment m'a terrifiée. Son silence, encore une fois, était une trahison, une preuve que même ceux qui semblaient bienveillants choisissaient de ne pas intervenir. Cette indifférence m'a rendue folle de rage. Mais elle m'a aussi donné la force de continuer. Avant l'aube, j'étais sur la route. Un petit baluchon contenant mes quelques vêtements et l'argent que j'avais trouvé caché dans une boîte de kérosène. J'ai marché toute la nuit jusqu'à la ville, où ma mère veillait sur ma grand-mère mourante. Pendant ce trajet, j'ai répété chaque mot de l'histoire que j'allais raconter mon père, et Samuel s'était disputé violemment. Avaient parlé d'aller chercher de l'or dans les mines de Californie, puis étaient partis chacun de leur côté. À l'époque, il n'était pas rare que des hommes abandonnent leur famille pour courir après des rêves de fortune, des rêves qu'ils ne trouvaient presque jamais. Quand je suis arrivée à la maison de ma grand-mère, j'ai trouvé ma mère assise près du corps, les yeux gonflés de larmes. Elle m'a ouvert les bras, trop épuisée pour demander pourquoi j'étais là. Ils sont partis. Maman, ai-je dit simplement lorsqu'elle a enfin posé la question. Ils se sont battus et ils sont partis. Elle a hoché la tête, sans la force de questionner davantage. La douleur de perdre sa propre mère consumait toute son énergie. Peut-être, au fond, ressentait-elle même un certain soulagement. Qui pourrait le dire, ma grand-mère fut enterrée le lendemain, dans un cercueil simple, sous une croix en bois, avec peu de monde pour lui dire adieu. Après l'enterrement, j'ai regardé ma mère, une femme brisée par la vie, et j'ai su que nous ne pouvions pas retourner dans cette cabane au milieu de nulle part, avec ses souvenirs terribles
et ses secrets enfouis. Et maintenant, maman, où irons-nous? Ai-je demandé, tenant sa main cailleuse, marquée par des années de labeur. Nous restons ici, a-t-elle répondu, regardant la petite maison en adobe que ma grand-mère avait laissée. Cette maison est à nous maintenant. Nous recommençons. Et c'est ce que nous avons fait. Les semaines suivantes, nous nous sommes adaptés à la vie en ville. Ma mère lavait des vêtements pour des familles plus aisées. Je l'aidais à nettoyer des maisons. Nous dormions sur un matelas dans le salon, mangions ce que notre maigre argent pouvait acheter. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un toit au-dessus de nos têtes, loin des fantômes de la cabane. Mais les fantômes, mes amis, nous suivent parfois, même quand nous pensons les avoir laissés derrière. La nuit, lorsque je fermais les yeux, je revoyais cette salle de bain, le machette, le sang, leurs yeux alors que la vie les quittait. Je me réveillais en hurlant, en sueur, l'odeur métallique du sang encore dans mes narines, comme si mes mains étaient toujours souillées. Ma mère pensait que je pleurais de chagrin pour mon père et mon frère disparus. Ils reviendront un jour, ma fille, disait-elle pour me consoler. Quand ils auront trouvé de l'or dans les mines, ils viendront nous chercher. Comment aurais-je pu lui dire la vérité? Comment aurais-je pu détruire le peu d'espoir qui lui restait? Alors je ravalais mes larmes, hochais la tête et portais mon secret en silence, comme une tumeur qui grandissait en moi. C'est à cette époque que j'ai commencé à tousser. Au début, je pensais que c'était un simple rhume, mais la toux ne partait pas. Elle s'accompagnait de fièvres nocturnes, d'une fatigue qui semblait vider toute mon énergie. Ma mère, déjà affaiblie par la perte de sa propre mère, se consumait d'inquiétude pour moi. Ce n'est qu'un rhume, répétais-je, pour ne pas l'inquiéter davantage. Demain, ça ira mieux. Mais ça n'allait pas mieux. La toux s'empirait. Je transpirais tant la nuit que je me réveillais sur un matelas trempé. J'avais perdu tant de poids que mes côtes saillaient sous ma peau fine. Le médecin de la ville, appelé par une des patronnes de ma mère qui avait vu mon état, a posé le diagnostic tuberculose, probablement contracté en veillant sur ma grand-mère mourante. À l'époque, la tuberculose était une sentence grave, surtout pour une fille pauvre de la campagne, sans moyen pour un traitement adéquat. Le médecin a dit à ma mère qu'il fallait m'interner dans un sanatorium. Il n'y a pas de traitement adapté ici. À New York, peut-être. New York, pour nous, c'était un autre monde. Une ville gigantesque, pleine de bâtiments immenses et de gens trop pressés pour remarquer 2 femmes pauvres venues de la campagne. Mais c'était aussi notre seule chance. Je ne laisserai pas ma fille partir seule, a déclaré ma mère avec une fermeté que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Si elle va, j'y vais aussi. C'est ainsi que, 6 mois après avoir quitté la ferme avec du sang sur les mains et un secret lourd dans mon cœur, je me suis retrouvée dans un bus interminable vers New York. La toux me déchirait la poitrine. La fièvre allait et venait, parfois si forte que je délirais. Ma mère, assise à côté de moi, tenait ma main comme si elle pouvait m'ancrer à la vie par ce simple contact. Nous avions peu d'argent, presque pas de bagages, juste l'adresse d'un lointain cousin, Ms. Daniel, qui avait émigré des années auparavant et dont on disait qu'il avait réussi dans la grande ville. Il était notre seul espoir dans cet endroit immense et indifférent. À notre arrivée à la gare routière de New York, il faisait nuit, une nuit froide et humide, si différente des nuits chaudes et sèches du Vermont rural. Ma mère, qui n'avait jamais quitté l'intérieur du Vermont, semblait terrifiée par les immeubles imposants, les lumières, la foule qui se déplaçait à la hâte autour de nous. Heureusement, Daniel est venu nous chercher. Cet homme d'âge moyen, avec un accent du nord-est, atténué par des années dans la capitale, nous a conduites dans une petite chambre à l'arrière de sa maison en banlieue. Le lendemain, il nous a aidés à trouver le sanatorium et à remplir les papiers pour mon admission. Il a même prêté de l'argent à ma mère pour louer une chambre dans une pension à proximité. Le sanatorium Sainte-Élisabeth serait ma maison pour les 9 mois suivants. Un lieu triste aux murs gris,
imprégné d'une odeur de désinfectant, où le bruit constant des toux et des gémissements de douleur n'était interrompu que par la sirène annonçant les repas ou l'heure du coucher. Là, allongé sur un lit étroit, fixant le plafond fissuré jour après jour, je commençais à revivre cet après-midi dans la salle de bain de la ferme, non seulement avec culpabilité ou peur, mais avec un étrange détachement, comme si cela était arrivé à quelqu'un d'autre. Une infirmière, Anna, une femme au visage sévère mais parfois capable de gestes de bonté, passait souvent dans ma chambre. Mais lorsqu'un jour je lui ai laissé entendre, dans un moment de faiblesse, la terreur que j'avais vécue avec Samuel, elle m'a regardé avec un mélange de pitié et de mépris. Ce sont des affaires de famille. Ma fille, ça ne se raconte pas. Son indifférence, son refus de m'écouter, a ravivé ma colère. Pourquoi, même ici, dans un lieu censé guérir, ma douleur était-elle balayée comme insignifiante? Cette injustice, cette négation de ma souffrance, m'a donné envie de hurler, de briser quelque chose, mais je n'avais que mes larmes et ma toux pour exprimer ma rage. Les visites n'étaient autorisées que le dimanche. Pendant une demi-heure, ma mère ne manquait jamais une visite. Elle arrivait toujours avec un fruit, un biscuit, un petit quelque chose qu'elle achetait avec l'argent qu'elle gagnait comme domestique dans une maison de famille. Elle s'asseyait à côté de mon lit, prenait ma main de plus en plus maigre et transparente, et racontait des histoires de la grande ville, des choses qu'elle avait vues, des gens qu'elle avait rencontrés. Et ton père et Samuel ont-ils envoyé des nouvelles? Demandait-elle toujours, ses yeux fiévreux, fixés sur mon visage, comme si elle pouvait extraire la vérité de moi par son regard. Pas encore, maman, répondais-je, détournant les yeux, prétendant ajuster le drap. Mais ils le feront bientôt. Les mines d'or sont loin. Les lettres mettent du temps. C'était un mensonge nécessaire, un mensonge pour la protéger, pour lui donner un peu d'espoir dans ces jours sombres. Parfois, je m'inventais des détails élaborés qu'ils avaient trouvé de l'or, qu'ils économisaient pour venir nous chercher, que bientôt nous serions tous réunis. Des mensonges qui sortaient si naturellement de ma bouche que parfois, je les croyais presque moi-même. Mais 3 mois après mon admission, ma mère a commencé à montrer les premiers signes de la maladie. La même toux, la même fièvre, la même fatigue, en s'occupant de moi, en dormant dans la même pièce lorsque j'étais dans la phase la plus contagieuse. Elle avait contracté la tuberculose à son tour. Elle essayait de cacher les symptômes au début, toussant sur le côté, dissimulant la sueur sur son front en disant qu'il faisait chaud, expliquant sa maigreur croissante par des économies sur la nourriture pour m'apporter plus de fruits. Mais je connaissais ces signes, je les avais vécus dans ma propre chair. « Maman, tu dois te faire soigner », ai-je dit lors d'une de ces visites dominicales, voyant à quel point elle était faible, à peine capable de rester assise. « Balivernes, ma fille, c'est juste un rhume. Ça va passer », a-t-elle répondu, utilisant les mêmes mots que j'avais employés des mois auparavant. Mais ça n'a pas passé. La semaine suivante, elle n'est pas venue me voir, ni celle d'après. Quand j'ai enfin reçu des nouvelles, c'était par Daniel. Ma mère avait été internée, elle aussi, dans une autre aile du même sanatorium. Pendant des semaines, j'ai supplié de la voir. Les infirmières disaient que c'était impossible, que j'étais encore trop faible pour marcher jusqu'à son aile, que les règles ne le permettaient pas. Mais un soir, une infirmière, Madame Carmen, une femme du Sud comme nous, qui avait vu quelque chose dans mes yeux qui l'a touchée, a brisé les règles. Au milieu de la nuit, elle m'a aidé à traverser le couloir glacial pour rejoindre le chevet de ma mère. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Ma mère, toujours si forte malgré tout, était méconnaissable, si maigre qu'elle semblait n'être que des os recouverts d'une fine couche de peau. Ses cheveux, déjà parsemés de gris lorsque nous avions quitté le Vermont, maintenant complètement argentés, ses yeux enfoncés dans leurs orbites, brillant de la fièvre qui la consumait. « Ma fille », a-t-elle murmuré en me voyant, essayant de lever la main pour toucher mon visage.
Pardonne à ta mère de ne pas t'avoir assez protégée. Il n'y a rien à pardonner, ai-je répondu, tenant cette main qui avait tant travaillé, qui avait tant souffert, et qui maintenant semblait si légère qu'elle risquait de se briser entre mes doigts. Tu as toujours tout fait pour moi. Maintenant, il est temps de te reposer un peu. Nous sommes restés ainsi quelques minutes, en silence, à nous regarder, jusqu'à ce qu'elle dise quelque chose qui m'a pétrifiée. Je sais ce qui s'est passé dans cette salle de bain. Ma fille, je sais. Mon cœur s'est arrêté. Savait-elle vraiment? Avait-elle découvert la vérité? Ou était-ce le délire de la fièvre qui parlait? De quoi parles-tu, maman? Ai-je demandé, ma voix tremblante, mon cœur s'emballant. La salle de bain, le machette, le sang. A-t-elle murmuré, ses yeux vitreux fixés sur un point au-delà de mon épaule, comme si elle voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir. J'ai tout vu dans un rêve. Je t'ai vu. Les larmes ont coulé sur mon visage, alors que je tenais sa main. Incapable de nier, incapable de confirmer. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, par les mystères qui lient les mères aux filles. Elle avait vu la vérité. Ils l'ont méritée, a-t-elle continué. Sa voix à peine un souffle. Je sais ce que Samuel t'a fait. Je l'ai toujours su, il était comme son père. Je l'ai serré fort dans mes bras, sanglotant ouvertement, sans me soucier des autres patients qui dormaient autour de nous. C'était comme si un poids immense avait été retiré de mes épaules. Elle savait, et elle ne me condamnait pas. Elle savait et elle comprenait. « Pardonne-moi, maman », ai-je murmuré entre mes sanglots. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir dit, de t'avoir menti. Il n'y a rien à pardonner. » « Ma fille, a-t-elle dit, sa voix s'affaiblissant, tu as fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Tu t'es libérée. Maintenant, tu dois vivre, vivre pour nous deux. Ce furent ses derniers mots. Le lendemain matin, j'ai appris que Madame Marguerite était morte à l'aube, seule, sans personne pour lui tenir la main dans cet instant final. Son enterrement fut simple, moi, avec une permission spéciale pour quitter le sanatorium quelques heures. Daniel. Et le fossoyeur. Un cercueil bon marché, une tombe peu profonde dans le cimetière de la périphérie. Quelques fleurs sauvages ramassées par monsieur Daniel. Il n'y avait pas d'argent pour plus, pas de famille pour partager les frais ou la douleur. Je suis retournée au sanatorium ce même jour, plus seule que jamais. À 16 ans, j'avais tout perdu, père, mère, frère, maison. Je n'avais nulle part où retourner, personne vers qui me tourner. Je n'avais qu'un secret lourd et une tuberculose qui cédait lentement aux médicaments. Mais dans les derniers mots de ma mère, j'ai trouvé une sorte d'absolution. Elle savait, elle comprenait, elle ne m'avait pas condamnée. Elle m'avait demandé de vivre, d'aller de l'avant, de trouver un chemin différent du sien. C'était cette demande, ce dernier souhait, qui m'a donné la force de lutter contre la maladie, de m'accrocher à la vie alors qu'il aurait été si facile d'abandonner. Dans les moments de désespoir, lorsque la fièvre me faisait délirer et que la douleur dans ma poitrine était presque insupportable, je me souvenais de ces mots. Maintenant, tu dois vivre, vivre pour nous deux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai survécu, portant en moi une rage contre ceux qui m'avaient fait souffrir, contre un monde qui avait fermé les yeux, mais aussi une détermination à transformer cette douleur en quelque chose de plus grand, quelque chose qui me permettrait non seulement de survivre, mais de triompher. La sortie du sanatorium, Sainte Élisabeth a marqué un tournant dans ma vie, mais les cicatrices de mon passé, ces taches de sang invisibles sur mes mains, ne s'effaçaient pas si facilement. J'étais Emily Harper, une jeune fille de 16 ans, maigre comme un spectre, avec des yeux creusés par la tuberculose et un secret si lourd qu'il semblait peser plus que mon propre corps. J'avais survécu à la maladie, à la cabane du Vermont, à la violence de mon père Thomas et de mon frère Samuel. Mais la rage qui m'avait poussé à prendre le machette ce jour-là brûlait encore en moi. Une flamme alimentée par l'injustice, par l'indifférence du monde, par le silence de ceux qui auraient dû me protéger. Pourquoi avais-je dû tuer pour vivre?
Pourquoi ma mère, Margaret, avait-elle payé le prix ultime pour ma survie, cette colère, mêlée d'une détermination froide, m'a porté hors des murs gris du sanatorium, vers une nouvelle vie à New York, où j'allais transformer ma douleur en une mission, une croisade pour celles et ceux qui, comme moi, avaient été brisés par la cruauté. Mais ce chemin n'était pas linéaire. Il était jonché d'obstacles, de nouvelles injustices qui ravivaient ma fureur, et d'une lutte incessante pour trouver un sens à tout ce que j'avais traversé. À ma sortie du sanatorium, Daniel, le cousin éloigné qui nous avait accueillis à New York, m'a offert une petite chambre à l'arrière de sa maison en banlieue. « Tu ne peux pas retourner à la ferme, petite », m'a-t-il dit. Son regard mêlant compassion et méfiance. « La tuberculose peut te revenir si tu ne prends pas soin de toi. Reste ici, recommence à zéro. » Ces mots avaient du sens, non seulement pour ma santé fragile, mais parce que je n'avais rien ni personne qui m'attendait au Vermont. Rien d'autre que des souvenirs douloureux et 2 corps enfouis dans une cour que je voulais oublier. J'ai commencé à travailler comme domestique chez Mme Victoria, une veuve italienne sévère mais juste, qui vivait seule dans une maison modeste de Brooklyn. Elle ne s'est pas moquée de mon accent campagnard, ni de mon manque d'expérience dans les maisons de la grande ville. « Je vois dans tes yeux que tu portes déjà trop de tristesse pour une si jeune fille, » m'a-t-elle dit le premier jour. « Ici, tu trouveras du travail dur, mais aussi du respect. » Et c'était vrai. Je travaillais du lundi au samedi, de 7 heures du matin à 6 heures du soir, avec 1 heure pour déjeuner. Le salaire était maigre, mais il incluait les repas et un toit au-dessus de ma tête. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début, un point d'ancrage dans un monde qui m'avait toujours semblé hostile. Pourtant, même dans ce nouvel environnement, l'injustice me poursuivait comme une ombre. Une collègue, Lily, une jeune femme timide qui travaillait avec moi chez Mme Victoria, était harcelée par M. Rossi, le neveu de la maîtresse de maison, qui supervisait les tâches domestiques. Il la touchait sans permission, riait de ses protestations, la traitait de « petite paysanne » devant tout le monde. Un jour, alors que je lavais le sol, je l'ai vue la coincer dans un coin, sa main glissant sur son bras tandis qu'elle tremblait, les larmes aux yeux. Ma rage a explosé. J'ai jeté mon balai et me suis interposée, criant à Rossi de la laisser tranquille. Il m'a regardée avec mépris, riant comme si j'étais une enfant capricieuse. « Occupe-toi de ton ménage, gamine, ou tu seras à la rue », a-t-il grogné. J'ai rapporté l'incident à Mme Victoria, espérant qu'elle interviendrait. Mais elle a secoué la tête, disant que les hommes sont ainsi et que Lily devait apprendre à se débrouiller. Cette indifférence, ce refus de protéger une jeune femme vulnérable, m'a rendue folle de colère. Pourquoi, même ici, dans une maison censée être un refuge, la souffrance des femmes était-elle ignorée? Pourquoi Lily devait-elle endurer cette humiliation sans que personne ne lève le petit doigt? Cette injustice a ravivé les souvenirs de la cabane, de Madame Clara, du père Michel, de tous ceux qui avaient détourné le regard face à ma douleur. J'ai juré en silence que je ne serais pas comme eux, que je ferais quelque chose, quoi qu'il en coûte. C'est dans ce climat de frustration que j'ai rencontré William, un livreur qui apportait des provisions à la maison de Madame Victoria. Il était différent des hommes que j'avais connus. Ses yeux étaient doux, son sourire sincère, sans arrière-pensée. Un dimanche, alors que je me promenais dans Central Park, cherchant un moment de paix loin du tumulte de ma vie, une balle de baseball a roulé à mes pieds. William, qui jouait avec des amis, s'est approché pour la récupérer. « Merci », a-t-il dit simplement, son regard croisant le mien. Quelque chose dans sa voix, dans sa manière de ne pas m'envahir, m'a touchée. Les dimanches suivants, je suis retournée au parc, espérant le revoir, et il était là, seul cette fois, marchant sans hâte. « Tu étais ici la semaine dernière », a-t-il dit, s'arrêtant près de mon banc. « Toi aussi », ai-je répondu. Sentant mes joues rougir, il s'appelait William, fils de migrants ruraux comme moi,
mais né à New York. Il travaillait comme livreur pour une pharmacie de quartier, rêvant d'ouvrir un jour sa propre affaire. Nos conversations, d'abord timides, sont devenues un rituel dominical, un refuge où je pouvais être Émilie, pas seulement la fille qui avait tué pour survivre. Avec lui, j'ai commencé à raconter mon enfance au Vermont, la perte de ma mère, la disparition de mes frères, mais jamais la salle de bain, jamais le machette, jamais les corps enfouis. Ce secret était trop lourd, même pour William, dont la gentillesse me donnait envie de croire en un monde meilleur. Mais même William ne pouvait effacer les cauchemars qui me hantaient. La nuit, je revoyais la salle de bain, le sang, les yeux de Samuel alors que la vie le quittait. Je me réveillais en hurlant, le cœur battant, et William, lorsqu'il a emménagé avec moi après notre mariage 2 ans plus tard, apprenait à me tenir dans ses bras sans poser de questions, respectant mon silence. Ce respect, cette absence de jugement, était un baume sur mes blessures, mais il ne pouvait apaiser la rage qui bouillonnait encore en moi. Chaque fois que je voyais une femme maltraitée, un enfant effrayé, je repensais à Lily, à ma mère, à moi-même, et je sentais cette colère, cette indignation contre un monde qui laissait tant d'injustices prospérer. C'est cette rage qui m'a poussée à reprendre mes études. William m'a encouragée à suivre des cours du soir pour rattraper mon retard scolaire. « Tu as plus de potentiel que de nettoyer les maisons des autres », me disait-il, ses yeux brillants de foi en moi. J'ai étudié avec une détermination féroce, chaque livre, chaque exercice, devenant une arme contre mon passé, contre ceux qui m'avaient dit que je n'étais rien. Après avoir terminé mon cours de rattrapage, j'ai passé l'examen d'entrée pour une formation d'infirmière technique, un programme qui acceptait des boursiers. William m'aidait à réviser, posant des questions pendant que je faisais la vaisselle, me soutenant à chaque étape. Lorsque j'ai réussi, en 3e position, j'ai pleuré de joie, mais aussi de colère. Colère contre ceux qui m'avaient dit que je ne valais rien, contre un monde qui rendait si difficile pour une fille comme moi de s'élever. La formation était épuisante, cours le matin, stage l'après-midi, travaux de couture la nuit pour compléter nos revenus. William faisait des heures supplémentaires à la pharmacie, et nous vivions dans une pauvreté constante, mais je ne regrettais rien. Pendant mes stages à l'hôpital, j'ai rencontré des femmes et des enfants dont les histoires faisaient écho à la mienne. Une patiente, Sarah, une fillette de 13 ans, est arrivée avec des bleus qu'elle disait venir d'une chute, mais je reconnaissais ce regard, cette peur dans ses yeux, le même que j'avais vu dans le miroir pendant des années. J'ai alerté le médecin, mais il a haussé les épaules, disant qu'il n'y avait pas de preuves. Cette indifférence m'a rendue folle de rage. Pourquoi personne ne voulait voir la vérité? Pourquoi Sarah, comme moi, devait-elle souffrir en silence? J'ai décidé de parler à Sarah seule, gagnant sa confiance petit à petit. Elle m'a raconté comment son oncle la frappait, comment sa mère, trop effrayée, ne faisait rien. J'ai contacté une travailleuse sociale, mais j'ai découvert que l'oncle de Sarah était un homme influent, un conseiller municipal qui intimidait les autorités locales. Lorsqu'il a appris que j'avais signalé l'affaire, il m'a fait appeler à la mairie. « Laisse tomber, petite », m'a-t-il dit, son regard menaçant. « Tu veux perdre ton travail. Tu veux des ennuis pour toi et ton mari. » Cette menace, ce pouvoir abusif, m'a fait bouillir. Pourquoi les hommes comme lui pouvaient-ils agir en toute impunité? Pourquoi les victimes comme Sarah étaient-elles abandonnées? J'ai refusé de me taire. Avec l'aide d'une collègue infirmière, j'ai organisé l'évacuation de Sarah vers un foyer sécurisé à l'insu de son oncle. Mais la nuit où elle devait partir, l'oncle a fait irruption à l'hôpital. Exigeant de voir sa nièce, j'ai tenu bon, mentant sur son emplacement, tandis que la sécurité le retenait. Ce moment où j'ai vu la terreur dans les yeux de Sarah et la fureur dans ceux de son oncle a renforcé ma détermination. Je ne pouvais pas sauver tout le monde, mais je pouvais sauver une personne à la fois. Cette expérience m'a poussée à aller plus loin. Après avoir obtenu mon diplôme d'infirmière,
J'ai poursuivi des études de psychologie à l'Université de New York à 25 ans, malgré les doutes et les regards condescendants de mes camarades plus jeunes, issus de milieux aisés. J'étais la plus âgée, la seule mariée, la seule à travailler à temps plein tout en étudiant. Mais mon passé, cette douleur que j'avais transformée en force, était mon plus grand atout en étudiant le trauma, la violence, la résilience. Je donnais des noms scientifiques à ce que j'avais vécu dans ma chair. Cela me permettait de comprendre non seulement mon histoire, mais aussi celle des femmes et des enfants que je soignais à l'hôpital, où j'avais été promue assistante dans le nouveau département de psychologie hospitalière. Là, j'ai commencé à reconnaître les signes d'abus que d'autres ignoraient le regard fuyant d'une femme, la manière dont un enfant se recroquevillait au moindre bruit. Un jour, une patiente, Claire, une femme d'une trentaine d'années, est arrivée avec une fracture au bras, prétendant être tombée, mais les marques sur son cou racontaient une autre histoire. Lorsque je l'ai interrogée seule, elle a éclaté en sanglots, avouant que son mari la battait. J'ai essayé de l'orienter vers un refuge, mais elle m'a supplié de ne rien dire, terrifiée par les représailles. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'elle était revenue à l'hôpital, cette fois dans un coma. Après une nouvelle agression, cette nouvelle m'a dévastée, ravivant ma colère contre un système qui laissait des femmes comme Claire sans protection, contre des hommes qui abusaient de leur pouvoir, contre une société qui fermait les yeux. Cette rage m'a conduite à m'impliquer davantage. Avec d'autres femmes, psychologues, assistantes sociales, avocates, j'ai cofondé le premier refuge pour victimes de violences domestiques dans notre région, un lieu sûr où les femmes et leurs enfants pouvaient se reconstruire. Mais même là, l'injustice nous poursuivait. Un soir, un mari violent, furieux que sa femme nous ait contactés, a forcé la porte du refuge, armé d'un couteau, hurlant qu'il la tuerait. Les autres femmes criaient, les enfants pleuraient, et moi, je me suis interposée, mon cœur battant à tout rompre, repensant à ce jour dans la salle de bain. La police est arrivée juste à temps, mais l'homme a été relâché le lendemain, grâce à des relations influentes. Cette impunité, ce mépris pour la sécurité des femmes, m'a rendue folle de rage. Pourquoi le système protégeait-il les agresseurs? Pourquoi devions-nous risquer nos vies pour protéger celles que personne d'autre ne voulait sauver? Mais chaque femme que nous aidions, chaque enfant que nous protégions, était une victoire. Une réponse à cette injustice, une manière de dire au monde que nous ne nous tairions pas. Les années ont passé, et ma mission s'est élargie. En 1982, j'ai été invitée à rejoindre un groupe de travail national pour développer des politiques publiques contre la violence domestique. C'était la première fois que cette question était prise au sérieux à grande échelle. Et pour moi, qui avais commencé seule à aider une femme à la fois, c'était presque irréel. William, toujours à mes côtés, me conduisait à l'aéroport pour chaque voyage à Washington, son sourire fier illuminant mes doutes. Ma femme, la doctoresse, plaisantait-il, portant ma valise. Qui aurait cru que la timide fille du parc changerait l'Amérique? Il exagérait. Bien sûr, mais chaque loi adoptée, chaque programme de protection mis en place, était une victoire contre ceux qui m'avaient brisé, contre un monde qui tolérait l'injustice. En 2003, à 57 ans, j'ai publié mon premier livre, Briser le silence, un manuel pratique pour l'identification et l'intervention dans les cas de violence domestique. Ce n'était pas un traité savant, mais un guide simple, destiné aux enseignants, aux soignants, à tous ceux qui pouvaient être en première ligne pour aider. À ma surprise, le livre a été adopté dans des formations, traduit en espagnol, distribué en Amérique latine. J'ai reçu des invitations pour des conférences internationales et William, désormais retraité, m'accompagnait, émerveillé, dans des villes comme Paris, où je parlais des droits humains. Moi, la fille de la cabane, je voyageais le monde, transformant ma douleur en savoir, ma rage en changement.
Mais le moment qui m'a le plus marqué est arrivé des années plus tard. Après ma retraite, à 70 ans, je suis retournée à Appleton. Non pas à la ferme, ce lieu n'existait probablement plus, mais dans le bourg, où j'ai acheté une petite maison près de la place centrale. J'ai ouvert une boutique d'artisanat, un prétexte pour accueillir les gens, pour écouter leurs histoires. Les habitants m'appelaient Grand-mère Émilie, la vieille dame aux cheveux blancs qui racontait des histoires sans juger. Un jour, j'ai reçu une lettre qui m'a bouleversée. C'était de Sarah, la fillette que j'avais aidée à échapper à son oncle des années auparavant. Elle était maintenant mère, vivant dans une autre ville, mais elle écrivait pour me remercier. Elle avait échappé à son passé grâce à moi, mais elle mentionnait une nouvelle menace. Son oncle, libéré de prison, cherchait à la retrouver. Cette nouvelle a ravivé ma colère. Une fureur contre un monde où les agresseurs retrouvaient toujours une liberté qu'ils ne méritaient pas. J'ai pris contact avec des collègues pour assurer la protection de Sarah. Et cette action, cette lutte continue, m'a rappelé que la libération n'est pas un événement unique, mais un processus constant. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde en arrière avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Étonnement pour la fille qui a survécu contre toute attente. Gratitude pour la vie que j'ai construite à partir des ruines de ce qu'on m'avait pris. Chaque jour est une victoire sur ceux qui ont essayé de me détruire. Chaque sourire un acte de résistance. Chaque moment de paix une preuve qu'ils n'ont pas gagné. J'ai gagné. J'ai non seulement survécu, mais prospéré. Et j'ai aidé d'autres à faire de même. Mes amis, si vous avez suivi mon histoire jusqu'ici, laissez un j'aime sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Contes de grands-parents. Et commentez avec un simple « en » pour me dire où vous êtes. Chaque commentaire est une main tendue à quelqu'un qui, comme moi autrefois, se sent seul dans l'obscurité. La vie n'est facile pour personne, mais si nous partageons nos fardeaux, si nous transformons notre douleur en mission, alors là réside le vrai miracle de l'existence humaine, la capacité de renaître de nos cendres, de trouver la lumière dans les ténèbres les plus profondes. Je suis grand-mère Émilie, et ceci est mon histoire. Merci de m'avoir écouté avec tant d'affection et de respect. Que la force et l'espoir ne vous manquent jamais. L'histoire d'Emily Harper. Cette femme qui a transformé une vie marquée par la violence, la peur et la perte en une mission de lumière et d'espoir, résonne profondément dans le cœur de quiconque l'écoute. En tant que Français, nous sommes sensibles à la littérature et aux récits qui explorent la résilience humaine. Des œuvres de Victor Hugo aux témoignages contemporains. L'histoire d'Émilie, racontée avec une intensité brute et une sincérité désarmante, nous invite à plonger dans les méandres de l'âme humaine, où la douleur et la rage coexistent avec une force indomptable. À travers son parcours, nous puisons des leçons universelles, applicables à nos propres vies, qui nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, il est possible de se relever, de transformer ses blessures en force et de contribuer à un monde plus juste. Le premier enseignement que je tire de cette histoire est la puissance de la résilience. Émilie, dès son adolescence, a été confrontée à des horreurs inimaginables, l'abus, la violence de son père et de son frère, l'indifférence d'un entourage qui aurait dû la protéger. Pourtant, elle n'a pas laissé ces épreuves la définir. En France, nous valorisons l'idée de résistance, un concept qui transcende la simple survie pour embrasser la capacité de rebâtir après la destruction. Émilie incarne cette résistance, malgré la tuberculose, la perte de sa mère, le poids d'un secret inavouable. Elle a choisi de vivre, de se battre pour une vie meilleure. Cette leçon s'applique à chacun de nous, dans nos vies. Nous faisons face à des défis, qu'il s'agisse de difficultés professionnelles, de deuil ou de trahison. L'histoire d'Émilie nous enseigne qu'il est possible de transformer la douleur en carburant, de trouver un sens même dans les moments les plus désespérés. Pour moi, cela signifie ne jamais abandonner face aux obstacles, mais chercher,
même dans les instants de doute, une raison de continuer. Un but qui donne du sens à mes efforts. Un deuxième enseignement est l'importance de la compassion et de l'action face à l'injustice, la rage d'Émilie. Cette colère incandescente contre l'indifférence du monde aurait pu la consumer, mais elle l'a canalisée pour aider les autres, en fondant un refuge pour les victimes de violences domestiques, en publiant un livre pour éduquer, en plaidant pour des politiques publiques. Elle a transformé sa fureur en un outil de changement. En France, où la solidarité est une valeur centrale, incarnée par des figures comme Simone Veil ou des mouvements citoyens. Cette leçon est particulièrement pertinente. Combien de fois voyons-nous des injustices autour de nous, au travail, dans nos communautés, dans les médias, et choisissons-nous de détourner le regard? Comme Madame Clara ou le Père Michel dans l'histoire d'Émilie. Ce récit nous rappelle que le silence est une forme de complicité. Appliqué à ma vie, cela m'incite à agir, même à petite échelle dénoncer une remarque sexiste, soutenir un collègue en difficulté, ou m'engager dans une association locale. Chaque geste compte, et l'histoire d'Émilie prouve que même une seule voix peut déclencher une vague de changement. Enfin, l'histoire d'Émilie nous enseigne le pouvoir de l'autopardon et de la réinvention de soi. Le poids de son acte dans la salle de bain, un acte de survie, mais un acte qui l'a hantée, aurait pu la paralyser. Pourtant, elle a appris à pardonner à l'adolescente qu'elle était, une fille qui n'avait pas d'autre choix. En France, où la réflexion introspective est valorisée, cette idée de réconciliation avec soi-même est essentielle. Combien d'entre nous portons des regrets, des erreurs ou des traumas qui nous empêchent d'avancer? Émilie nous montre qu'il est possible de reconnaître nos blessures sans les laisser nous définir. Pour moi, cela signifie accepter mes propres imperfections, apprendre de mes échecs et me donner la permission de construire une nouvelle version de moi-même. C'est un processus long, parfois douloureux, mais libérateur, qui nous permet de vivre pleinement, comme Émilie l'a fait en honorant la dernière volonté de sa mère, vivre pour nous deux. Ces leçons, résilience, compassion, autopardon, ne sont pas des abstractions. Elles demandent du courage, de la persévérance, des choix quotidiens pour ne pas succomber à la facilité du désespoir ou de l'indifférence. L'histoire d'Émilie est un miroir qui nous oblige à nous interroger: que ferais-je face à une telle injustice? Comment puis-je transformer mes propres épreuves en quelque chose de positif, en tant que Français? Nous aimons les récits qui nous inspirent à être meilleurs, à construire un monde plus humain. Emily Harper, avec sa boutique d'artisanat à Appleton, ses cheveux blancs et son sourire de survivante, est une héroïne moderne, une femme qui nous rappelle que la vraie victoire n'est pas seulement de survivre, mais de prospérer, d'aimer, d'aider les autres à trouver leur propre lumière. Pour conclure cette réflexion, je vous invite, mes amis, à faire vivre cette histoire. Si les mots d'Émilie vous ont touché, si sa résilience vous inspire, montrez-le, cliquez sur « J'aime » pour honorer son courage. Partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent son message et abonnez-vous à la chaîne Contes de grands-parents pour ne manquer aucune de ces histoires qui changent des vies. Et surtout, laissez un commentaire avec un simple « 1 » pour dire que vous êtes là, que vous avez entendu Émilie, que vous portez son histoire avec vous. Chaque « 1 » est une étincelle d'espoir, une main tendue à quelqu'un qui, quelque part, lutte dans l'obscurité. Ensemble, transformons la douleur en lumière, l'injustice en action, et les histoires en miracles. Merci de votre écoute et que l'espoir guide vos pas.